Olivier Falorni, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Liberté et Territoire, vous êtes surtout le rapporteur de la proposition de loi sur la fin de vie qui a été débattue hier à l'Assemblée. Alors, elle n'a pas pu être complètement adoptée. Un article a été voté largement. Vous avez ce matin le sentiment d'une défaite ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, cet article 1, c'est l'article pivot de cette loi. Alors, que nous dit-il ? Il instaure l'assistance médicalisée active à mourir. Donc c'est le principe même qui a été acté hier soir. On savait, compte tenu de l'obstruction de ce carteron de députés LR... Des milliers d'amendements, des sous-amendements. Bon, absolument. 3000 amendements déposés et 800 sous-amendements déposés dans la matinée de la journée du débat. Donc vous voyez que c'était une obstruction délibérée pour... empêcher l'Assemblée nationale de voter sur le texte final. Néanmoins, ce carteron n'a pas pu empêcher que les députés se prononcent sur l'article essentiel de cette loi. Il a été adopté très largement, très largement. Vous avez vu comment ça s'est passé dans l'hémicycle. Il y a vraiment une adhésion énorme, non seulement des députés de La République En Marche, mais sur tous les bords de l'hémicycle. Y compris une bonne partie de la droite aussi. Absolument. On voit bien que, d'ailleurs, il y a des députés de tous les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale qui ont voté cet article. Donc, c'est tout sauf une défaite. Je crois qu'au contraire, c'est une première victoire historique. Ce 8 avril restera marqué dans ce combat pour une fin de vie libre et choisie. Et puis, vous savez, ce texte, évidemment, il n'a pas été retiré. Il est tout sauf caduc. Il est momentanément suspendu. Et maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Alors, on va en parler. Néanmoins, acceptez-vous quand même l'argument que procéder par une proposition de loi dans ce qu'on appelle une niche parlementaire, avec donc très peu de débats, juste une journée, c'était quand même un créneau un peu faible pour un tel sujet ? Alors c'est un sujet qui a été débattu, redébattu dans la société depuis des années. Vous savez, la première proposition de loi sur l'aide active à mourir, elle date de 1978, c'était le sénateur Henri Caillavet. Donc vous voyez que ce débat, il irrigue la société depuis très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, la nation ne supporte plus la procrastination sur ce sujet, de reporter toujours au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Nous avons voulu évidemment nous saisir de ce sujet. Et puis, vous savez, c'est une question sociétale majeure, mais c'est aussi une question institutionnelle. Est-ce que le Parlement, dans notre Ve République, peut avoir l'initiative parlementaire ? Est-ce que le législatif est en capacité de proposer des projets ? Et en l'occurrence, il s'en est saisi. Alors hier, on a vu un hémicycle plein jusqu'à minuit, avec beaucoup de monde, des prises de parole de grande qualité, et en même temps, une obstruction, des amendements par milliers, enfin tout ce qu'on n'aime pas dans le Parlement. Qu'est-ce qu'il faut garder comme souvenir ? On a eu le meilleur et le pire. Le pire, c'est effectivement ces amendements qui étaient destinés à empêcher les députés de voter. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu une volonté de la part de tous les partisans de ce texte d'avancer et de faire en sorte que cet article 1 soit ratifié. Et puis, le meilleur, c'est effectivement un Parlement où on débat, où chacun affirme ses convictions. Si vous ne connaissiez pas les étiquettes des uns et des autres quand ils s'exprimaient, vous auriez été dans l'incapacité de dire s'il était de gauche, de droite, du centre. Chacun s'est exprimé en conscience, avec ses convictions intimes. Et c'est ça toute la beauté du débat démocratique. Alors ce texte reste vivant, mais son destin est suspendu maintenant à d'autres. Il ne faut pas se précipiter, a conclu Jean-Luc Mélenchon, qui est resté jusqu'au bout des débats. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il faut laisser la pression retomber un petit peu ? Alors peut-être que Jean-Luc Mélenchon a envie que ça devienne un sujet de la campagne présidentielle. Probablement, c'est peut-être une bonne stratégie. Je ne sais pas. Vous savez, Emmanuel Macron avait dit en 2017 que la fin de vie, tout en disant qu'il souhaitait choisir lui-même sa fin de vie. Je crois que cette phrase est importante parce que quand le chef de l'État dit « je souhaite choisir ma fin de vie », il doit en tirer la conclusion que ce droit, il doit être aussi offert aux autres. Mais il avait dit « c'est peut-être pas le moment de légiférer », donc il était entre deux quand même. Oui, mais je crois qu'il a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier soir, comme l'a vu le ministre de la Santé. Quand le ministre de la Santé dit les obstructions d'aujourd'hui
sont souvent les adoptions de demain, je crois que le message est assez clair. Alors, est-ce qu'il faut comprendre ce message d'Olivier Véran ainsi? Le gouvernement va reprendre ce texte et peut-être, dans les semaines, les mois qui viennent, le faire passer. On sait qu'en procédure d'urgence, en vote bloqué, sur 2-3 jours, ça peut être fait. Je l'espère. Je pense que ce serait vraiment une initiative majeure. Vous savez, le président de la République, il n'a pas à son actif une grande réforme sociétale. Je ne suis pas là pour lui donner des conseils. Je pense que c'est un sujet qui, s'il était définitivement voté, marquerait vraiment son quinquennat d'une avancée majeure. En plus de la PMA accordée à tous les couples, qui a été aussi un des éléments de ce quinquennat. Oui, mais on n'est pas au bout. Hein. On n'est pas au bout. La PMA n'a pas été définitivement ratifiée. Adoptée, bien sûr. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez eu des signes envoyés par l'Élysée à travers les ministres au banc du gouvernement, à travers le groupe La République En Marche, ou est-ce que c'est silence radio? Alors, venant de l'Élysée, c'est effectivement, il y a eu de la prudence. Je crois que l'Élysée, le président de la République, a voulu voir comment l'Assemblée nationale se positionnait sur ce sujet. Et elle a ratifié massivement le premier Quand article. vous voyez la République En Marche, vraiment j'allais dire, plébisciter ce texte. Donc je crois que ça doit être entendu par le chef de l'État. Le ministre de la Santé, vous l'avez bien vu, hein, quand on s'en remet à la sagesse des députés, ça veut tout dire, hein, vous savez, dans le langage parlementaire. C'est-à-dire qu'on acte le fait que l'Assemblée nationale exprime une position très claire. Donc voilà, maintenant, j'en appelle au gouvernement qu'il se saisisse du sujet. Et s'il se saisit du sujet, je suis convaincu que les mêmes qui ont soutenu ce texte hier soir soutiendront, quel que soit leur bord politique, par conviction, cette avancée sociétale majeure. Si le gouvernement ne le fait pas dans l'année qui lui reste, on peut en parler pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'on peut envisager que ça soit un jour un sujet de référendum ? C'est compliqué par rapport à la Constitution aujourd'hui. Je le regrette parce qu'effectivement, ça pourrait être... j'allais dire, ça peut être un sujet de réforme aussi constitutionnelle. Pourquoi ne pas élargir aux grandes questions sociétales la question du référendum? Et pour le coup, elle serait tranchée et à mon avis très clairement par les Français. Ça serait aller plus loin que la réforme Séguin pour ouvrir à ce type de sujet la Constitution. Il y a aussi le référendum d'initiative populaire qui peut être une voie. Mais c'est compliqué. C'est une voie quasiment impossible, on l'a vu sur certains sujets. Aucun réforme d'initiative populaire n'a pu aboutir parce que les conditions... Pas forcément les conditions parlementaires, parce que il faut obtenir un certain nombre de signatures et ça a été obtenu, même sur la question des aéroports de Paris. Mais après, la question de la ratification, enfin, pas de la ratification, mais des signatures des citoyens, c'est extrêmement compliqué. Alors, les citoyens, justement, parlons-en. Si on veut aller au bout du débat, si on considère qu'il faut vraiment mettre encore ça sur la table du débat public, une convention citoyenne, comme on l'a fait sur le climat, avec des citoyens éclairés pendant des semaines sur le sujet pour donner leur avis. Ça vous irait ? Non, je pense honnêtement que ce débat, il a eu lieu pendant des années et des années. Vous savez, Clémenceau disait, pour enterrer un sujet, créer une commission. Là, pour le coup, ce serait, si vous voulez enterrer un sujet, créer une convention citoyenne. Honnêtement, ce qui s'est passé sur la convention citoyenne sur le climat... franchement, ne doit pas forcément nous inciter à partir sur cette idée. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires. J'ai auditionné beaucoup d'acteurs dans le cadre de cette proposition de loi. Ils me disaient tous en off, écoutez, on en a assez d'exprimer notre position parce que on la répète à longueur de temps. À vous maintenant, législateurs, de vous saisir du sujet et d'exprimer votre position. Sur le fond, Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, craint qu'une telle proposition, si elle était adoptée, n'amène des personnes vieillissantes, des personnes atteintes d'Alzheimer, à se dire « bon, je suis inutile pour la société, je suis un poids pour mes proches, je vais demander à ce qu'on me tue ». Que lui répondez-vous ? Ça m'étonne de M. Sicard, qui est un homme intelligent. Je crains qu'il n'ait pas lu mon texte de loi. Parce qu'il s'agit de permettre d'offrir ce droit à toute personne majeure atteinte d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair.
Donc, il n'y a pas de caprice suicidaire qui pourrait profiter de cette loi. Mais non, la dépression n'est pas une maladie incurable, à ma connaissance, comme beaucoup de fake news qu'on a entendues. J'ai entendu dire que en Belgique, qui a légiféré depuis 20 ans sur cette loi, j'ai entendu dire, par exemple, qu'on tuait les enfants autistes. Fake news absolue, qui a d'ailleurs été démentie immédiatement par vos confrères. Donc voilà, je crois que maintenant il faut raison garder, il faut regarder la réalité du texte. C'est une loi qui encadre, qui protège les malades, qui protège les médecins. Il y a une clause de conscience, qui protège les médecins qui souvent sont soumis à une telle pression des familles pour réaliser des euthanasies clandestines. Euthanasie clandestine, ça veut dire opacité. La loi permet le respect de la parole du patient. Et quand on parle de rupture anthropologique majeure pour refuser ce texte, la sédation profonde et continue, je veux quand même le dire aux auditeurs, c'est quoi ? C'est l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition. Quand vous arrêtez de nourrir et d'hydrater un être humain, c'est quoi ? Si ce n'est de faire en sorte qu'il décède. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce combat un autre enjeu ? C'est que les médecins, à travers la loi Claes-Leonetti, ils gardent le contrôle. C'est eux finalement qui décident. Et avec votre proposition de loi, c'est l'individu, c'est le patient qui déciderait. Et peut-être que le corps médical ne veut pas lâcher ce pouvoir. Je crois que vous avez tout résumé. Oui, et donc c'est aussi un combat contre ce corporatisme-là, même si évidemment ils ont des arguments. Alors attention à ne pas réduire l'ordre des médecins. Ça n'est pas les médecins, comme l'Église, ça n'est pas forcément les croyants. Justement, les cultes, quel message vous ont-ils envoyé ? Est-ce qu'ils vous ont dit jamais on vous combattra jusqu'au bout, ou est-ce que vous avez senti une écoute différente ? Une écoute différente, parce que forcément, quand on est un responsable religieux, on doit être aussi à l'écoute de ses fidèles. Et je pense que les responsables religieux, bon, ils défendent une forme de dogme. Mais les croyants, et j'en ai rencontré beaucoup, et ils s'expriment d'ailleurs. La Croix a indiqué que une immense majorité des croyants pratiquants et non pratiquants, une immense majorité, et c'est le journal La Croix qui l'a dit, soutiennent le droit à l'euthanasie. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sujet, il transcende les clivages politiques, sociétaux, confessionnels. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, le temps est venu. Vous pensez que notre génération, on est à peu près de la même génération, le moment venu, le plus tard possible, espérons-le, nous pourrons choisir de partir si c'est notre choix ? J'en ai la conviction profonde depuis hier soir. Olivier Falorni, merci. Bonne journée. Merci à vous.